Bonjour, c'est Rémi de l'école à la maison. Je réponds à votre message en vidéo. Alors, je regarde la vidéo 1 et j'ai commencé votre livre. Notre deuxième fils sur 3 est autiste sévère, âgé de 7 ans et demi et non-verbal. Alors, je vais vous dire une chose que nous disons très souvent aux parents et qui s'avère effectivement l'élément central de leur réflexion. Au fur et à mesure des années qui passent, ils s'aperçoivent que cet élément est absolument fondamental dans la réflexion et ça les amène à modifier complètement eux-mêmes leur façon de percevoir les choses. L'élément que vous devez savoir à tout prix, c'est que le cerveau est un organisme, un organe, qui a des qualités plastiques. C'est-à-dire que le cerveau, peut-être le savez-vous déjà, c'est une nature qui évolue en fonction des sollicitations qu'il subit ou qu'il vit. Par conséquent, partant de n'importe quel état, vrai ou faux, et il y a beaucoup à dire dans ce domaine, nous pouvons arriver à n'importe quel état selon les sollicitations qu'on va employer. C'est-à-dire que votre enfant, si vous le sollicitez convenablement, va avoir pour finir des capacités qui vont très largement l'éloigner du statut ou du diagnostic que vous posez aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais un enfant qui est autiste, il sera autiste toute sa vie et on ne peut pas changer les choses. Eh bien je vous réponds si. Aujourd'hui, avec les sollicitations adéquates, les travaux sont faits de partout, de toutes parts dans le monde, et on a des résultats absolument nets. Un enfant peut quitter l'autisme. D'autant plus si ce diagnostic a été posé à la légère. Et pour ne pas le poser à la légère, il faut avoir fait un certain nombre d'examens qui sont extrêmement contraignants et sur une très longue durée. Mais comme nous le disons, et ça je vous engage à aller voir la vidéo numéro, elle n'a pas de numéro celle-ci, mais elle s'appelle Bilans et tests. Je vous engage à aller la voir et vous verrez pourquoi, en fait, les bilans, les tests et même les diagnostics ne présentent aucun intérêt pour nous, ni pour vous, pour trois raisons. Donc vous allez voir cette vidéo, elle vous expliquera pourquoi. Donc première chose, faites très attention parce que, en disant mon fils est autiste sévère, vous l'ingérez vous-même, vous vous en imprégnez, et du coup, vous vous dites de toute façon, il faudra toujours que je fasse avec ça. Or, c'est inexact. L'actuel diagnostic que vous faites peut parfaitement être mis en cause en fonction de choses que vous ferez avec votre enfant. Et je vous le dis, nous avons des cas toutes les semaines. Toutes les semaines, nous avons des cas de mamans qui reviennent quelques mois plus tard et qui nous disent en effet, il y a des tas de choses qui vont beaucoup mieux chez mon enfant. Beaucoup mieux. Et maintenant, je me demande si je vais garder ce diagnostic d'autisme parce que j'ai l'impression qu'il ne l'est plus vraiment. Il y a encore des difficultés, mais on est en voie de réussir avec notre enfant. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Il n'y a pas de diagnostic fatal. De même que je dis souvent, on ne naît pas idiot, on ne naît pas intelligent. On est avec ce qu'on est, mais il est certain qu'on peut devenir idiot et on peut devenir intelligent. Et c'est une question de sollicitation. Vous avez évidemment une part héritée, vous avez une part génétique, et donc vous avez peut-être une petite propension à être plus littéraire, ou plus matheux, ou plus tourné vers la réflexion, ou plus manuel, moins intellectuel, etc. C'est une toute petite part en réalité, c'est moins de 1% de l'ensemble des capacités du cerveau à l'âge adulte. Si vous voulez, à l'âge adulte, vous avez l'essentiel de ce que l'enfant est capable, enfin l'adulte est capable de faire, c'est ce qu'il aura acquis, c'est ce qu'il aura vécu en termes de sollicitation. Ainsi, un enfant qui n'est pas du tout littéraire au début pourrait très bien devenir parfaitement littéraire beaucoup plus tard. Tout dépend des sollicitations. Et dans ce champ, le choix est vaste. Car les sollicitations, il y en a de toutes sortes. Donc c'est ce dont nous parlons dans l'accompagnement. Et vous allez voir que, donc, pour finir, pour conclure là-dessus, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Nous avons expliqué vendredi à l'école, avec qui nous avons de bons contacts, qu'on le scolarise à la maison dès aujourd'hui, car nous n'avons pas les mêmes objectifs. Ils n'ont aucun objectif pédagogique, pendant que moi, la maman, ancienne enseignante, lui apprend à lire avec les lettres rugueuses. D'accord ? Notre décision est prise et mûrement réfléchie. Nous avons dû prévenir par mail l'enseignante référente, car l'AVS de notre fils a dû partir ailleurs. D'accord ? Elle l'a très mal pris, car elle s'était impliquée pour avoir une AVS 18 heures pour lui. D'accord ? Passons, ce n'est pas très grave. Les adultes doivent apprendre, surtout dans ces métiers, à vivre des nouvelles qui ne leur sont pas agréables. Voilà, donc là, il faut peut-être que ces personnes apprennent, il faudrait faire une formation un jour là-dessus, à ne pas mettre l'orgueil au centre de leur vie et
savoir donner, beaucoup donner. C'est pas parce qu'on a passé des heures et des heures et des heures d'efforts pour un enfant que si l'enfant s'éloigne de cette voie, on doit regretter ou se sentir personnellement touché. Si on est personnellement touché par ça, c'est qu'on est encore dans l'orgueil. Il faut savoir, quand on est formateur, ne pas faire les choses pour soi-même, il faut les faire pour l'enfant. Donc un adulte qui prend mal, ben là il y a un problème de formation. Nous n'avons encore envoyé aucun courrier car nous attendons d'avoir toutes les infos. Mais, alors vous n'envoyez absolument rien, en effet, surtout n'envoyez rien car nous allons vous indiquer exactement ce qu'il faut dire et à qui et comment. Et surtout ne faites rien avant parce que ça pourrait jouer contre vous. Mais parents d'enfants autistes sévères et déficiences intellectuelles associées, pareil que ce que je vous ai dit au début, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Et ça n'est pas une fatalité, ça peut même s'inverser. Je vous inviterai à lire un excellent livre qui s'appelle, que vous allez voir sur la page des livres sur le site. Vous allez dans la fenêtre de recherche, vous tapez livres et vous allez trouver la page des livres. Et sur cette page, vous allez trouver un livre que je vous recommande d'acheter sur cette page spécifiquement parce que nous avons un peu d'affiliation, donc on gagne 3 centimes avec ça. Et ce livre s'appelle Les étonnants pouvoirs du cerveau, qui a été écrit par quelqu'un qui est absolument admirable, remarquable, qui a beaucoup étudié la question, et qui parle d'une dame qui est une très grande neuropédiatre, et qui dit d'elle-même qu'elle était déficiente intellectuellement à l'âge de 13 ou 14 ans encore, et elle montre des exemples très concrets de choses qu'elle était incapable de faire, et effectivement on se dit que si elle n'était pas capable de ça, c'est qu'elle avait des problèmes. Bon, eh bien cette dame, elle a parfaitement réussi, elle s'est intéressée justement à ces questions-là, et a voulu trouver des solutions. Et elle en a trouvé, ainsi que d'autres personnes. Et donc ça fait un livre très intéressant pour tous ceux qui ont un enfant qu'ils considèrent avoir un diagnostic très grave comme ça. Vous redoutez par-dessus tout la mise en main de la mainmise de l'État, vous avez bien raison, et l'envoi de l'aide sociale à l'enfance. Alors à éviter à tout prix, ces gens-là. Hein, vous voyez sur le site, vous tapez ASE, et vous allez trouver des choses à ce sujet. On avait déjà été menacé par le CMP, pareil, organisation sulfureuse à éviter, quand nous en sortions, et avons toujours refusé l'IME, même chose qu'on nous propose chaque année. Donc tout ça, vous avez parfaitement fait. Concernant les cours par correspondance, nous ne savons pas trop comment faire. Ça n'est pas le moment de vous poser la question. On verra ça le moment venu. C'est une question tout à fait subalterne, car il y a un niveau de PS pour la numération et GS pour la lecture. Alors, ça, effectivement, ça passe avant. On va le faire. Comment évaluer le niveau de l'enfant? On va vous dire comment faire, et vous verrez qu'on peut parfaitement prendre un cours patchwork, c'est-à-dire étaler sur plusieurs niveaux en fonction des capacités dans chacune des matières. Ça n'a aucune importance. Et dites-vous bien que les cours se sont avec le temps formatés à des niveaux qu'ils considèrent comme étant uniformes, mais que ça n'empêche absolument pas que le cerveau soit très divers, surtout après des difficultés comme ça. Et qu'on peut donc parfaitement avoir des niveaux très hétérogènes selon les matières. Ça va se lisser avec le temps, on fera le travail qu'il faut. Âge de CE1, une inscription cette année en CP. Mes deux questions sont donc, comment éviter les radars? Alors, en n'allant jamais les voir, en ne leur répondant pas, et en leur opposant les protocoles qui conviennent que nous avons créés, s'ils se manifestent avec un peu trop d'insistance. Donc il faudra les repousser dans leurs 22 mètres de façon à ne pas être embêtés. Quel CPC choisir au vu de son handicap? On le verra. Il n'y a pas que la question du handicap, et je vais même vous dire, quand vous aurez vu la vidéo bilans et tests, vous allez comprendre une chose, c'est qu'en fait, on ne choisit pas un cours en fonction du handicap ou d'une difficulté de l'enfant. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est pas du tout la question. Et évidemment, c'est tout à fait naturel. On se dit, bon, mon enfant a un handicap, donc je vais prendre un cours qui soit adapté à son handicap. Mais pas du tout. C'est comme si vous disiez aux maçons, le mur que je vous demande de démolir, il est en mauvais état, il est de mauvaise qualité. Donc il faut que vous preniez une pioche qui soit d'une qualité équivalente, enfin qui puisse s'adapter au mur. Ben non. Non, le maçon il va prendre une excellente pioche pour faire le travail. Donc vous allez prendre un très très bon outil pour votre enfant, car le cours n'est qu'un outil. Vous allez prendre un très très bon outil. En revanche, vous allez l'employer d'une manière qui sera pertinente. C'est-à-dire qu'avec une très bonne pioche, vous n'avez pas besoin de taper extrêmement fort sur un mur de mauvaise qualité, il va tomber tout seul. Hein, mais c'est tout. C'est une question de manière d'utiliser. Ce n'est pas que le cours... Il n'y a pas de cours pour les autistes, spécifiquement. Il n'y a pas de cours pour les dyslexiques. Il n'y a pas de cours pour les dyspraxiques. C'est pas vrai. Il y a des gens qui vous le disent, qui essaient de vous le vendre. Mais c'est honteux comme argument.
C'est comme si vous disiez il y a une balançoire pour les autistes, une balançoire pour les dyslexiques. Pas du tout. Si un enfant a un problème d'équilibre, par exemple, on va utiliser la balançoire avec précaution, davantage de précaution qu'un enfant qui a un sens extraordinaire de l'équilibre et qui a envie de s'envoler. Là, vous l'enverrez avec beaucoup d'énergie. Mais ce n'est qu'une manière d'utiliser l'outil qui va varier, et non pas l'outil en lui-même. Alors, on me dirait, si, il y a quand même des balançoires qui sont adaptés à des enfants qui n'ont aucune structure nerveuse, donc ils s'écroulent sur eux-mêmes, en effet. Bon. Mais à ce moment-là, peut-être qu'on ne va pas aller vers la balançoire tout de suite, d'ailleurs, hein, on va faire autre chose. Mais l'essentiel sera non pas l'outil lui-même, mais la manière de s'en servir. Alors oui, effectivement, on va éviter tous les cours qui sont mauvais, ça c'est certain. Mais pourvu que vous choisissiez dans notre liste de cours que nous avons choisi rigoureusement et qui est à jour et qui est sous surveillance, sous sondage de la part des parents, et donc on a vraiment une surveillance précise, eh bien, si vous choisissez parmi ces cours qui sont des cours de bonne qualité, le problème ne se posera pas. La seule chose que vous allez faire, c'est adapter votre rythme à celui de l'enfant. On va aller doucement, les sollicitations seront progressives, et nous allons progressivement faire en sorte que les choses se mettent en place. Et si vous devez faire une année en 2 ans, on la fera en 2 ans, ce n'est pas un problème. Elle sera bien mieux vue que si vous faites les choses en 1 an, alors que ça va trop vite. Donc on va faire les choses progressivement. Mais la nature du cours ne va pas changer. Hein, d'accord ? Donc ça, je pense que vous comprenez ce que je dis, c'est simplement votre manière de l'utiliser. Comment vous illustrez ça ? Nous avons fait plusieurs articles, enfin pas plusieurs, on en a fait un ou deux, je ne sais plus, articles sur ce sujet, expliquant pourquoi cette recherche d'un cours spécifique pour l'enfant était un peu vaine. Parce qu'on a la demande toutes les semaines, en fait, pour tout vous dire. Je voudrais un cours adapté aux problèmes de mon enfant. Et c'est pas très juste. C'est pas très juste parce que, sauf, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un cas extrême, où à la rigueur, il ne faut même pas du tout se servir d'outils. Enfin, je veux dire, moi, si vous me dites, aujourd'hui, mon enfant, c'est un peu le cas, je vous disais tout à l'heure, de l'enfant qu'on ne va pas mettre sur une balançoire s'il est complètement démuni du système nerveux et qu'il s'affale complètement. Bah, évidemment, de même, vous n'utiliserez aucun cours avec un enfant qui n'a aucune espèce de capacité de démarrage cognitive. D'accord ? S'il n'a aucune capacité, eh bien vous allez faire des jeux, vous allez lui faire des manipulations, toutes sortes d'activités. On n'a pas besoin de cours encore. Donc on n'en a même pas besoin encore de rechercher un cours. Mais s'il a déjà, disons, les bases pour aborder un cours, on va prendre n'importe quel bon cours qui vous convienne à vous, parce qu'il y a d'autres critères que celui-là. Donc on va vous proposer des bons critères. Et on adaptera notre manière de faire à l'enfant. C'est cette manière de faire qui est cruciale et non pas l'outil. Que par ailleurs vous pourrez vous-même amender, peaufiner, mettre des ajouts, puisque nous avons une page des cours gratuits. Vous pouvez récupérer des éléments épars et ajouter au cours. S'il y a des images que vous préférez, sur lesquelles vous pouvez travailler, par exemple, des images, par exemple, quand vous faites l'histoire, vous servez de certaines images, vous pouvez parfaitement aller étudier pendant 1 heure une image que vous aurez choisie par vous-même. Personne ne vous en empêche. Bon. Donc on vous expliquera tout ça, vous pouvez parfaitement faire le cours que vous voulez à votre enfant. Le CPC, en fait, ce sera essentiellement le cours que vous allez bâtir en fonction des jours qui passent, de votre inspiration, de choses que vous allez recevoir, d'idées qui vont traîner ici ou là, et puis peut-être d'une remarque de l'enfant qui un jour va vous dire ben moi je me demande vraiment comment fonctionne le soleil, et ben ce jour-là peut-être que vous aurez envie de faire un cours sur le soleil. Vous voyez les choses de manière extrêmement adaptative, et c'est comme ça que ça marchera le mieux, plutôt que d'essayer de trouver un cours qui de toute façon, aucun cours ne sera parfaitement adapté à tous les enfants. Il faudrait 400 000 cours, et de toute façon, ça ne change rien au problème. Moi, de toute façon, j'ai déjà souvent posé la question aux concepteurs de cours, et je leur demande, mais dans le cas d'une phobie scolaire, ou dans le cas d'une dyslexie, ou dans le cas d'un autisme, en quoi changeriez-vous les cours ? Qu'est-ce que vous allez faire spécifiquement ? Ils me disent, en quoi est-ce que le fait qu'un enfant soit autiste va changer notre cours ? On va peut-être simplement dire, attention, au lieu de faire 2 devoirs dans la semaine, on va en faire qu'un tous les 20 jours, c'est tout. Mais la matière elle-même, ils ne vont pas changer les dates d'histoire, par exemple. On ne va pas changer les raisonnements mathématiques. On ne va pas changer le fait qu'une rédaction est une rédaction ou qu'un poème est un poème. Vous voyez, la question n'est pas là. C'est peut-être qu'on ne va pas apprendre 40 poèmes dans l'année si l'enfant a des problèmes de mémorisation. Ou au contraire, il est peut-être super bon dans le domaine de la mémoire et qu'il pourra en ingérer 40 ou 60 ou 80, je sais, enfin j'exagère parce qu'on n'ingère pas 40 poèmes dans l'année, mais peut-être que l'enfant sera tout à fait capable, parce qu'il a spécifiquement une capacité dans ce domaine-là, ce qui est le cas assez souvent chez les autistes, ils ont une
quelque part une surdouance, comme disent les Canadiens, très très localisée, peut-être que dans ce domaine-là, vous pourrez aller beaucoup plus loin que la moyenne. Voilà pour ces questions. J'espère que ça répond à ce que vous souhaitiez savoir. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me poser des questions, à nous le demander. Et puis merci pour ce que vous faites pour votre enfant. À très bientôt. Au revoir.